Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui donc la 21e séance du Conseil des ministres. Nous reviendrons sur le compte-rendu de cette séance dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, Washington menace de taxer à 100% certains produits français. Voilà pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, pour une visite de courtoisie. L'ambassadeur a commencé son propos en félicitant Djibouti et le président Guelleh pour toutes les avancées acquises ces dernières années. Il a évoqué également les deux sujets sur lesquels le département d'État et le ministère de la Justice travaillent ensemble, à savoir la lutte contre la traite des êtres humains et les droits de l'homme. Il a ajouté qu'il était nécessaire de continuer les efforts qui ont été faits pour créer un cadre judiciaire solide pour attirer les investisseurs étrangers. Le gouvernement américain soutient Djibouti à atteindre ses objectifs, a-t-il indiqué. De son côté, le ministre de la Justice a indiqué qu'il souhaitait réorganiser le département de la Justice en créant une école de formation pour les magistrats et les auxiliaires de justice et un tribunal de commerce, en renforçant également le tribunal administratif. Et par la suite, le ministre de la Justice a reçu cette fois-ci la visite de courtoisie de l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, accompagné du colonel Frédéric Dantin, attaché de sécurité intérieure. Le ministre de la Justice et le diplomate français ont ensuite évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun ainsi que les priorités du ministère et entre autres la formation des magistrats. L'ambassadeur a mentionné l'excellence des relations entre Djibouti et la France en matière d'échange de bonnes pratiques et de partage d'expériences. Il a mentionné les deux formations qui ont eu lieu récemment sur l'entraide judiciaire et les procédures d'extradition en matière de terrorisme prodiguées par des magistrats français. Beaucoup de magistrats djiboutiens ont bénéficié également de formations à l'École nationale de la magistrature et maintenant que la République de Djibouti souhaite se doter d'une École nationale de la magistrature, des axes de coopération avec la France pourraient être mis en place dans ce domaine. Dans l'actualité également, le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui l'une des conférences les plus importantes de cette année, conférence intitulée « Une prospérité pour l'Afrique », la première du genre organisée sur le sol djiboutien. Cet événement de 3 jours initié par la Chambre de commerce de Djibouti en partenariat avec la Chambre de commerce et l'industrie panafricain va poser les jalons et ouvrir les discussions sur des défis et des opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine pour le secteur privé du continent ainsi que les mesures de facilitation du commerce dans cette partie du globe. Objectif, impliquer davantage le secteur privé dans le cadre des échanges du marché africain et en d'autres termes, promouvoir l'intégration économique africaine au niveau régional et continental pour une meilleure implication du secteur privé et encourager les économies à renforcer leur positionnement dans un processus de construction du marché unique africain. Cette conférence qui a fait salle comble ce matin a réuni de près ou de loin les chefs d'entreprise africains, les chefs du secteur financier, les représentants des institutions internationales, des hauts cadres de l'administration, une pléiade d'experts nationaux et notamment avec le Conseil du président de la République en logistique et du transport. Ce forum sur la zone de libre-échange continental africain de 3 jours va servir de plateforme de débat et de réflexion sur le processus de développement de la ZLECA. Ces experts et ces observateurs venus de loin vont débattre sur les défis et opportunités qu'offre cette zone de libre-échange et de ses implications pour le développement économique et la croissance. In our region to make the AFCFTA a reality. It is important to recognize and appreciate the role of Et dans son intervention, la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi, a rappelé donc que pour que le marché commun soit une réalité, il fallait que le secteur privé puisse jouer son rôle important pour la réalisation des objectifs de l'agenda des Nations Unies 2030 et de l'Union africaine 2063. Le représentant de la Banque mondiale, Boubacar Sidbari, a quant à lui mis en exergue que la ZLECA est l'outil qui va contribuer à bâtir l'économie africaine commerciale de demain. Nous les écoutons. La ZLECA pourra devenir une réalité seulement si on est tous ensemble. Et la ZLECA a besoin de nous tous et toutes
pour contribuer, pas seulement du point de vue de corporate social responsibility, mais vraiment avec un engagement pour que le rêve de l'agenda 2030 et l'agenda africain 2063 deviennent une réalité pour un monde plus juste et pour un monde qui peut vraiment aller au-delà de ce qu'on a à présent. On a parlé de chaîne de valeur, on a parlé de fragmentation, on a parlé d'obstacles, on a parlé d'opportunités. Tous ces obstacles, toutes ces opportunités doivent faire partie d'une discussion qui est continuelle, qui n'est pas fragmentée, d'une plateforme, qu'il puisse y avoir une plateforme de partenariat public-privé qui permettra aux États de dialoguer d'une forme constructive et constante avec ceux qui font le business. Parce que finalement, c'est les billions of trillions dont on parle pour le développement du monde qui sont en jeu. Et pour les continents africains, avec un marché tel, si ça s'unifie, pourra vraiment signifier un changement pour les populations des différents pays. Pour réussir la zone de libre-échange, cela nécessiterait un secteur privé ambitieux qui prendra plus de risques et qui s'alignera au niveau continental pour fournir une substitution aux importations de produits finis. Sans le développement de l'industrie, mais également d'un tissu de petites et moyennes entreprises capables de lier les pays, fournir un service d'emballage ou de transport, pour ne citer que cela, il serait difficile de mettre en œuvre des accords entre les pays. Même avec toutes les facilités offertes, les politiques seront difficilement applicables sans le concours du secteur privé. Il est donc important qu'en plus des accords continentaux, les entreprises du continent puissent s'investir davantage pour combler les besoins du continent et se diversifier dans l'industrie de la transformation. Et pour sa part, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, a rappelé que la ZLECA n'est pas qu'un acte politique fort, mais aussi un acte de création de valeurs économiques très fort. On l'écoute. L'objectif de ces rencontres est de permettre aux membres du secteur privé du continent de s'imprégner les tenants et aboutissants de cette nouvelle zone économique et d'identifier ensemble les opportunités et les défis qu'elle représente pour nos entreprises en termes de commerce et d'investissement. Mesdames et messieurs, la zone de libre-échange continentale africaine est formellement rentrée en vigueur le 30 mai 2019, après les dépôts de 22 ratifications auprès de la Commission de l'Union africaine. Cette ratification a permis d'atteindre le seuil minimal requis de l'accord pour déclencher la zone de libre-échange continentale africaine. Quelques semaines plus tard, la phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale a été lancée en juillet 2019 à Niamey, au sommet extraordinaire de l'Union africaine, à travers la présentation des instruments opérationnels. Il s'agit notamment des règles d'origine, des listes de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires continentales, de la plateforme panafricaine et des règlements numériques de l'Observatoire africain du commerce. Ce projet de l'Union africaine devrait permettre à notre continent d'augmenter le commerce entre nos pays de plus de 55% et d'impacter donc favorablement le PIB de nos États respectifs. Et pour sa part, le ministre du Commerce confiant a mis en exergue que la République de Djibouti dispose de réels avantages comparatifs en matière logistique, avec notamment des infrastructures portuaires de pointe qui permettront au pays d'exploiter davantage le marché de la Corne de l'Afrique et au-delà. Nous l'écoutons. Les mesures prises par le gouvernement et qui en phase à la mise en œuvre de la ZLECA, on peut citer sans être exhaustif pour la promotion du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires à travers notamment
la refonte du Code du commerce, les mesures de guichet ayant permis à Djibouti d'être parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde dans le classement mondial du rapport de Doing Business. Mesdames et messieurs, l'objectif d'unifier l'Afrique sur le plan économique date du traité d'Abidjan, entré en vigueur en 1994, dont les piliers sont les communautés économiques régionales. Cette ambition a certes rencontré des défis comme la faible libéralisation du commerce régional, des coûts commerciaux élevés, des difficultés de mise en place des entités supranationales fonctionnelles, les adhésions multiples qui seraient surmontées à travers la mise en œuvre de la ZLACAF. Ceci avait entravé le rôle des communautés économiques régionales et affecté les agendas ambitieux en matière d'intégration régionale. À titre d'illustration, je citerai sans pour autant faire un jugement le cas de la Côte d'Ivoire qui a emporté ses oignons des Pays-Bas parce que tout simplement le Niger, important un producteur d'oignons, lui vendait au prix double à cause des barrières tarifaires et non tarifaires. Un autre obstacle provient de règles d'origine hétérogènes et difficiles à respecter pour les PME africains, ce qui est néfaste à la transformation de nos économies. Et après les discours officiels, place aux discussions des panélistes qui ont porté sur les défis et opportunités du secteur privé dans la zone de libre-échange économique continentale africaine. Il a été question durant ces discussions du marché unique qui est un instrument d'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Les intervenants se sont tous orientés dans leur dire que la ZLECA ouvre la voie à un marché d'1,2 milliard de personnes à terme et va impulser d'excellentes opportunités commerciales et favoriser aussi l'accès à de nouveaux produits et services. La ZLECA donc aidera à promouvoir le type de commerce qui produira une croissance durable, à encourager la jeunesse à prendre donc des initiatives par le biais de l'entrepreneuriat et par-dessus tout accroître le bien-être des consommateurs par l'abondance des prêts à la consommation et des biens et services consommables. Nous allons donc parler de cette assise qui s'est ouverte donc à Djibouti aujourd'hui, la première du genre donc sur le sol national au Palais du Peuple durant 3 jours, avec Madame Fatouma Diouf. Bonjour. Vous êtes vice-présidente des femmes chefs d'entreprise de la région Île-de-France, notamment en Seine-et-Marne, et vous avez pris part également à ces assises aujourd'hui. Alors ma première question, en quoi la ZLECA profitera-t-elle aux petites et moyennes entreprises ? La Chambre de commerce du Djibouti, en la personne de M. Youssouf Doualé, de nous avoir associés à ces programmes. J'appartiens à un réseau des femmes chefs d'entreprise seine-et-marnais. Je suis moi-même transporteur en Seine-et-Marne et je trouve que c'est une formidable opportunité d'associer les gens issus de la diaspora qui ont de l'expertise à des initiatives telles que la CAF. Pour moi, c'est une formidable opportunité en ce sens où on ne va pas rester sur le marché djiboutien, mais ça nous ouvre, comme vous l'avez dit, à un marché de 1,2 milliard de consommateurs. La libre circulation de biens, à l'instar de l'Union européenne, qui est le parti qui a été créé en Europe, ça va permettre que quelqu'un qui est à Djibouti puisse commercer avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, que les biens peuvent circuler sans barrière douanière, qu'on puisse échanger facilement. Donc la conférence a porté sur les échanges, mais on a surtout insisté beaucoup sur les opportunités pour les petites et moyennes entreprises, parce que celles-ci vont permettre, sans qu'il y ait des barrières douanières et qu'il y ait des processus compliqués pour qu'elles puissent exporter dans cet libre-échange, de pouvoir commercer avec leurs voisins qui sont à côté. Il y a aussi le défi qui attendent la partie politique et gouvernementale de Djibouti, c'est la structuration et l'harmonisation des échanges. Là, je pense qu'il y a beaucoup à faire et pour sécuriser les échanges, il faudra vraiment un réseau solide, harmonisé,
pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et que tireront les femmes africaines de cette zone de libre-échange? Les femmes africaines comme moi, je crois que c'est un levier de développement déjà pour la femme africaine, parce que la femme africaine, depuis l'aube de temps, elle est dans les paysages du commerce. On a parlé de femmes Meme Benz au Togo. On connaît l'histoire de nos Charchari qui commencent petits, qui grandissent. Mais aujourd'hui, on connaît aussi de jeunes filles entrepreneuses qui prennent les pas sur leurs aînés. Donc les femmes africaines aujourd'hui peuvent, à l'instar des Ivoiriennes qui ont créé une tontine qui est gérée par une banque aujourd'hui, s'inspirer des unes et des autres et créer la solidarité, le partage et l'expérience des unes et des autres. Donc pour nous, Africaines, aujourd'hui, c'est la solidarité d'entreprendre en Afrique et ensemble. Merci donc Madame Fatouma Diouf. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du comité des chefs d'entreprise en Seine-et-Marne. Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous. Santé à présent. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diri, a participé à la 20e conférence internationale ICASA 2019 portant sur le VIH-Sida et les IST qui s'est déroulée à Kigali, dans la capitale rwandaise. En effet, le ministre de la Santé et sa délégation préparent aux travaux de ce rendez-vous international des décideurs mondiaux qui annuellement leur donnent l'occasion d'unir leurs efforts pour faire de l'Afrique une Afrique sans sida. Placée sous le leadership du président rwandais Paul Kagame, la 20e conférence ICASA 2019 sur le sida a réuni l'ensemble des leaders des pays africains avec la participation entre autres du directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. En prenant la parole, le ministre de la Santé Mohamed Ouassama a indiqué le privilège de représenter le président de la République Ismaël Omar Guelleh en réaffirmant l'engagement de Djibouti à poursuivre les efforts contre le VIH-Sida et à renforcer la capacité du pays à mettre fin à cette épidémie tous ensemble. Par ailleurs, le ministre de la Santé a précisé que les résultats probants des dernières années suscitent un encouragement pour préserver davantage dans ce combat qui est mené contre la pandémie du sida en Afrique. L'escadron de reconnaissance et d'investigation du camp Waïs Adjab de Ouéa dans la région d'Arta a accueilli ce matin une cérémonie de fin de formation au profit de 30 stagiaires ayant suivi une formation spécifique blindée. Notons que ces stagiaires sont revenus récemment de leur déploiement en Somalie. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Ont été à l'honneur le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional d'Arta, El Mibouh, les Oukal, les notables de Ouéa. Ont également participé à cette cérémonie de fin de formation le haut commandement militaire, en premier lieu le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major, le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale. À son arrivée, le chef d'état-major, accompagné du colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé, a été accueilli par le capitaine Ahmed Reissé Daher Mohamed, commandant l'escadron de reconnaissance des investigations du camp Waïs Adjab de Ouéa. Par la suite, une fois installé le chef d'état-major général des armées, les invités d'honneur et la délégation militaire dans la tribune officielle, la cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran, puis le colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé, a pris la parole pour présenter à l'audience un bref aperçu de la formation dispensée et des objectifs atteints. Nous l'écoutons. Présentement au camp Waïs Adjab Aden de l'escadron de reconnaissance du régiment blindé est relative à la clôture d'une formation des spécialités techniques de premier degré et qui a duré une période approximative de 4 mois. Elle était particulièrement dédiée à 30 stagiaires spécialistes de l'arme blindée qui sont récemment revenus de leur déploiement en Somalie dans le cadre de l'AMISOM. Ces stages de niveau sous-officier avaient pour objectif de garantir à l'ensemble des stagiaires l'acquisition de savoir-faire techniques et tactiques indispensables à l'exercice de leur future responsabilité en tant que chef d'un équipage blindé. Il était composé de 3 grands volets qui sont la formation générale militaire comprenant
l'instruction civique et morale, le règlement, le droit des conflits armés, la pédagogie, le renseignement, la sécurité militaire, la topographie, les transmissions et la correspondance militaire. En deuxième volet, les stagiaires avaient bénéficié d'une formation spécifique purement blindée, contenant des matières telles que les techniques d'entretien tourelle et châssis des engins blindés, l'instruction pour le tir à bord des engins blindés, l'armement sous turelle et le combat blindé de niveau équipage. En troisième volet, les stagiaires ont enduré une éducation physique et militaire, composée de séances de sport diversifiées, de la marche commando, de la marche de nuit et du parcours des obstacles. L'ensemble de ces formations permettront aux stagiaires d'assumer efficacement leur poste de responsabilité dans un environnement opérationnel. Nous sommes réunis pour cette cérémonie solennelle marquant la proclamation du résultat suite au examen de la vente des stages visant à l'obtention au certificat technique du premier degré option armes blindées cavalerie. Ces épreuves ont eu lieu au sein d'escadrons de reconnaissance et intervention de Ouéa et de Combelex de Mariam du 5 au 7 novembre 2019. Hassan Ayad Awale, moyen 16,60. Deuxième, Suleiman Guessale Dirane. Troisième, Mohamed Saïd Mohamed. Quatrième, Abdurrahman Mohamed Ismail. Hier, des performances démontrées, le chef d'état-major général des armées a tenu à féliciter les athlètes des forces armées djiboutiennes pour l'excellent résultat obtenu et le travail assidu. Le chef d'état-major a exhorté les stagiaires à persévérer davantage et pour témoigner de sa satisfaction, le général Zakaria a promu au grade supérieur les 4 premiers lauréats. La cérémonie s'est clôturée par la photo de famille. Et par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à une visite guidée sur la réhabilitation des infrastructures à l'intérieur du camp, dont les explications ont été fournies par le capitaine Ahmed Qaïs Daher Mohamed, commandant l'escadron de reconnaissance et d'investigation du camp Ouaïs Adjab de Ouéa. En effet, le camp Ouaïs Adjab de Ouéa s'est doté de nouvelles salles aménagées pour l'ordinaire utilisées comme point de cuisson pour les repas des locataires. Cette salle est équipée des équipements adéquats pour cuisiner. On y trouve des gazinières raccordées à un réseau de gaz de cuisson, les fours, des chambres de stockage pour emmagasiner les produits non périssables tels que les denrées alimentaires et l'acquisition des congélateurs et les réfrigérateurs de grande capacité pour stocker les produits périssables. Ces équipements de haut standing, comme à l'accoutumée, et le groupe Harbi, par leur chant et galvanisation et de fierté, a animé la cérémonie autour d'un buffet convivial. Et dans le cadre du projet de logements sociaux pour les ménages à faible revenu initié par le président de la République, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'inspection inopinée pour s'acquérir donc de l'avancée des travaux. Ce projet de construction est supervisé par la société Al-Hamdani d'une superficie de 89,5 hectares. Ce projet va abriter plus de 2700 logements. Dans ce cadre, la première phase qui comprend 1000 lotissements sera disponible dans une année à raison de 500 logements par semestre. Les travaux de construction vont bon train. À cet effet, un important dispositif logistique comprenant bulldozers, camions-bennes et autres équipements automobiles de construction ont été engagés. Pour cela, le chef d'état-major général des armées s'est entretenu longuement avec les techniciens et maîtres d'ouvrage de la société Al-Hamdani en charge de la construction de la cité militaire. Le général Zakaria a revu en détail le plan de masse de la future cité militaire indiquant l'aménagement et l'architecture des logements. Toujours en nouvelles du pays, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, a reçu hier en fin de matinée l'ambassadeur de France accrédité à Djibouti, Arnaud Guillois.
Cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées de prise de contact du nouvel ambassadeur français avec les hauts responsables de notre pays. Le nouvel ambassadeur de France accrédité à Djibouti, Arnaud Guillois, a été reçu par le directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi Farah. L'entretien qui s'est déroulé dans le bureau du colonel a vu la participation du lieutenant-colonel Samatar Hassan et de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Djibouti, le colonel Frédéric Dantin. Après un mot de bienvenue, le colonel Abdillahi Abdi a présenté à l'ambassadeur les missions de la police nationale et les prérogatives de cette mission. La police nationale est une institution chargée de maintenir l'ordre et la sécurité dans notre pays, a déclaré le colonel. Et l'ambassadeur de France accrédité à Djibouti a quant à lui rappelé l'excellente relation qui lie notre pays à la République française. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaydin Saïd Bamakhrama, a été reçu hier par son Altesse Royale le Prince Abdallah bin Badr bin Abdulaziz, ministre de la Garde nationale au Royaume d'Arabie Saoudite. Les discussions ont porté sur plusieurs questions dans le domaine de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Autre nouvelle du pays, le consulat général des Émirats arabes unis à Djibouti a organisé une réception officielle hier soir à l'hôtel Kempinski pour célébrer le 48e anniversaire de la fête nationale des Émirats arabes unis. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et le directeur du département arabe du ministère des Affaires étrangères ont participé à cet événement. Plusieurs membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations de l'ONU et d'organisations non gouvernementales, ainsi qu'un groupe d'hommes d'affaires et de personnalités civiles et militaires ont participé à la cérémonie. Les invités ont été accueillis par le chargé d'affaires du consulat, Salem Al-Chamissi. Au début de cet événement annuel, l'hymne national des Émirats arabes unis et de la République de Djibouti a été joué, rappelant que les Émirats arabes unis, qui ont réalisé des progrès significatifs dans divers domaines et poursuivent leur extraordinaire processus de développement dans le futur avec des réalisations sans précédent. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, à cette occasion, le chargé d'affaires du consulat général des Émirats arabes unis, Salem Al-Chamissi, a prononcé un important discours dans lequel il a affirmé l'importance de la journée nationale des Émirats arabes unis ainsi que les réalisations majeures menées par son pays dans divers domaines. Les Émirats arabes unis célèbrent chaque année le 2 décembre la fête nationale. Le pays se souviendra de l'immense accomplissement des pères fondateurs en posant la première pierre d'un État fort dans lequel les dirigeants et le peuple se sont réunis sous la bannière d'une nation en faisant progresser leur prospérité, a ajouté le consul général. Et le chargé d'affaires du consulat général des Émirats arabes unis, Al-Chamissi, a salué la coopération fructueuse entre les Émirats arabes unis et la République de Djibouti. Et enfin, la Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le FNUAP, a organisé hier au CDC de Cartier-III une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant et la lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec la CNDH et le FNUAP et initiée pour faire valoir aux jeunes ce que de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles, ainsi que la violence basée sur les genres peut avoir des conséquences graves et durables sur la santé et le bien-être de l'éducation et la sécurité. Le président de la CNDH a rappelé que ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et le faire aux enfants ainsi à leurs parents, car la famille est la première instruction chez l'enfant. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Washington menace de taxer à 100% certains produits français. Voilà qui augure d'une ambiance tendue entre Donald Trump et Emmanuel Macron aujourd'hui à Londres au sommet de l'OTAN. Le président américain a affirmé cette nuit qu'il était prêt, en réponse à la taxe française sur les GAFA, à imposer des droits de douane additionnels
pouvant aller jusqu'à 100% sur des produits français emblématiques comme le champagne, le roquefort, certains cosmétiques ou les sacs à main. Jusqu'à 2,4 milliards d'euros de produits français pourraient être concernés. Le projet de sanctions américaine est tout simplement inacceptable. La taxation française sur les géants du numérique vise à rétablir à la justice fiscale. Elle ne vise pas seulement les entreprises américaines, mais aussi les entreprises chinoises et européennes. Paris s'est engagé à abandonner cette taxe GAFA qui entre en vigueur cette année dès qu'une solution internationale aura été trouvée sous l'égide de l'OCDE, mais les discussions patinent et Washington pourrait même s'en retirer. Pas sûr donc que les sourires du G7 entre les présidents américains et français soient encore de mise aujourd'hui. Et enfin, le camp de Vucjak, une urgence humanitaire aux portes de l'Union européenne. C'est un campement de migrants dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Un campement de tentes plongées dans le froid, la neige et la boue sur une ancienne décharge de produits chimiques près d'un terrain encore miné hérité de la guerre de Bosnie. Les travailleurs humanitaires ont demandé la fermeture du camp de Vucjak à plusieurs reprises. Ils ont réclamé également le relogement de 2000 migrants bien avant l'hiver, mais n'ont pas été entendus. Ces migrants arrivés hier, donc au bout de milliers de kilomètres de voyage, n'en peuvent plus. Le camp de Vucjak n'a pratiquement pas d'installation sanitaire, il n'a pas d'électricité. Il a été dressé à la va-vite par la municipalité de Biak en juin et en octobre. Des bénévoles qui apportaient des soins médicaux aux migrants ont même été expulsés. L'Union européenne a déjà donné 10 millions d'euros au gouvernement pour leur réinstallation, mais rien n'est encore fait. Et en plus du froid, la nourriture se fait désormais rare. C'est une urgence humanitaire aux portes de l'Union européenne. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.